Le Togo poursuit ses réformes économiques dans le cadre du programme appuyé par la Facilité élargie de crédit FEC du Fonds monétaire international FMI. À l'issue de la première revue du programme de 42 mois, les résultats montrent un respect des engagements pris, avec notamment la baisse continue de l'inflation et le maintien du taux d'endettement sous les normes communautaires. Le gouvernement togolais s'est fixé un objectif de réduction du déficit budgétaire à 3% d'ici 2025, conformément au cadre budgétaire à moyen terme CBMT. Cette stratégie s'appuie sur une mobilisation accrue des recettes fiscales et non fiscales et la mise en œuvre de réformes visant à améliorer la commande publique afin d'attirer davantage d'investissements. Les efforts déployés par le Togo pour assainir ses finances publiques et soutenir une croissance durable ont été salués par le FMI. Ces réformes, qui visent à renforcer la gouvernance et à améliorer le climat des affaires, ont permis au pays d'être reconnu comme l'un des plus réformateurs de la sous-région. Un nouveau décaissement de la FEC, prévu en décembre prochain, devrait soutenir les ambitions du gouvernement. Ce financement s'inscrit dans la continuité du soutien technique et financier apporté par l'institution internationale, avec pour objectif d'accompagner la transformation économique du Togo, tout en veillant à ce que la croissance soit inclusive et durable. Reste à voir si le Togo pourra maintenir ce rythme de réforme et atteindre ses objectifs budgétaires d'ici 2025. Les défis liés à l'environnement économique mondial et aux fluctuations des marchés pourraient également tester la résilience de la stratégie adoptée. Lancé en 2020, le système SAM, qui est une solution automatisée de marquage des produits, entre désormais dans sa phase d'application stricte, ceci à partir du 4 novembre prochain. À partir de cette date, tout produit commercialisé sans marquage sécurisé, notamment les liqueurs, les vins, les bières alcoolisées, les jus de fruits ou encore les sucreries ou les tabacs, sera considéré comme issu de l'importation illégale ou de la contrefaçon. Il faut signaler que le choix de ces produits concernés par la solution automatisée de marquage SAM est avant tout une approche des autorités en charge du commerce qui, à travers des enquêtes, ont identifié de nombreuses solutions de contrebande et de contrefaçon. Le marquage des produits vise à protéger la santé des consommateurs et à assurer une concurrence loyale sur le marché. La solution SAM permet non seulement aux consommateurs de vérifier l'authenticité des produits, mais aussi au pays de maximiser le recouvrement des recettes fiscales. En 2019, le Togo a adopté une loi relative à la protection des données à caractère personnel, prévoyant la création d'une instance de protection des données à caractère personnel, IPDCP. Cette initiative visait à permettre aux citoyens de bénéficier pleinement des opportunités offertes par la numérisation des services administratifs et l'amélioration des prestations des entreprises, tout en garantissant la protection de leur vie privée, notamment de leurs données personnelles. Un an plus tard, en 2020, le gouvernement togolais, réuni au Conseil des ministres, adoptait le décret définissant l'organisation et le fonctionnement de cette instance. 4 ans après, le Togo franchit une nouvelle étape décisive avec l'entame de l'opérationnalisation de l'IPDCP. Cette autorité administrative indépendante a pour mission de s'assurer que le traitement des données personnelles au Togo respecte les normes légales en vigueur, offrant ainsi aux citoyens une plus grande sécurité dans l'espace numérique. L'opérationnalisation de l'IPDCP permettra aux citoyens togolais de profiter des services numériques en toute sérénité, sans craindre une exploitation abusive de leurs données personnelles, a souligné Sina Lawson, ministre de l'économie numérique et de la transformation digitale. Nommé à la tête de l'instance, le lieutenant-colonel Bidiani Bélé sera chargé de constituer un comité opérationnel et de mettre en place une organisation rigoureuse appuyée par des outils et méthodes modernes. Cette démarche s'inscrit dans l'objectif plus large du Togo, qui souhaite devenir un leader régional en matière de numérique, tout en favorisant un climat de confiance propice au développement de son économie digitale. Un, 2, 3. Ces volontaires sont occupés à mesurer la distance entre chaque portail dans ce quartier informel en banlieue sud de Johannesburg. Objectif, identifier les près de 2000 foyers afin de leur attribuer une adresse.
Toutes ces structures n'ont jamais été cartographiées. Donc l'équipe est en train de les inclure dans l'espace digital. Ici, c'est un domicile. Sur cette application reliée à Google Maps, les volontaires attribuent une adresse sous forme d'un code correspondant aux coordonnées géographiques, désormais facilement utilisable par les services comme les premiers secours, car ceux-ci peinent souvent à se repérer dans ce méandre de ruelles et de cabanes de tôle. Cette habitation a pris feu il y a quelques jours. Les secours ne sont pas arrivés à temps. Il y avait quelqu'un dans la maison. Il est mort brûlé vif. Dès qu'il y a un accident ici, nous avons un mal de chien à recevoir de l'aide à temps. Comme nous n'avons pas de nom ou de numéro de rue, les ambulances nous disent toujours d'aller les attendre près de la station de police ou du magasin d'alcool. Et le manque d'adresse handicape aussi ses habitants au quotidien, que ce soit pour ouvrir un compte en banque ou remplir des formulaires administratifs. Souvent, on doit s'inventer une adresse ou alors emprunter l'adresse de quelqu'un d'autre. Un problème qui renforce l'isolement de ces habitants déjà défavorisés. Personne ne sait exactement combien de gens vivent dans les quartiers informels, mais c'est un nombre énorme de personnes qui n'ont pas d'adresse et sont donc privées d'opportunités, exclues financièrement. Ces gens sont aussi des êtres humains. C'est le but de ce projet, restaurer la dignité, la citoyenneté, le respect. Un projet mené en collaboration avec la municipalité qui assure déjà l'accès à l'électricité et à des points d'eau, et avec le gouvernement qui fournit une compensation financière à ses volontaires du quartier. Dans quelques semaines, tous ces habitants recevront une plaque comme celle-ci, indiquant leur nouvelle adresse. Au beau milieu de ce village de quelques centaines de paysans, un projet présidentiel faramineux, la future première autoroute de Madagascar, déjà en cours de construction par Samkrit, une entreprise égyptienne. 260 km qui relieront Antananarive, la capitale, à Toamasna, poumon économique et principal port du pays. Coût près d'1 milliard de dollars. Le tracé présenté au public en juillet dernier traverse 2 aires protégées, des cours d'eau et plusieurs centaines d'hectares de culture. C'est la première fois qu'un projet présidentiel implique la destruction d'aires protégées. Louise, 62 ans et mère de 4 enfants, ne peut plus cultiver depuis que le remblai de l'autoroute a enseveli ses rizières il y a 2 ans. Nous étions en pleine période de repiquage quand un soir, une pluie torrentielle s'est abattue. Puis ça a provoqué un éboulement qui a enseveli notre rizière. Depuis, on ne peut plus rien en tirer. À cause de la construction de la route, les sources d'eau ont tari. Il n'y a plus d'eau. Tout est couvert de terre. 2 ans après le début du projet, aucun habitant impacté n'a reçu de dédommagement. En termes de chiffres, j'estime les pertes à environ 50 ar, ce qui représente une production d'environ 500 kg de riz. Nous avons même des difficultés à trouver du riz pour nous nourrir. Nous lançons un appel à l'aide aux responsables étatiques et au président. Dans ce quartier de quelques 5000 habitants, les travaux n'ont pas encore commencé. Mais le tracé initial prévoit de traverser la principale rivière, sacrifier 150 hectares de culture et une partie de l'aire protégée Ingave. Un désastre écologique selon le chef du quartier. Ce sera une grosse perte qui engendrera encore plus de pauvreté, car le projet prévoit déjà de remblayer les rizières. Et le peu qui reste, c'est cette forêt d'Angave. C'est de là que provient la source d'eau qui irrigue les rizières de la population. Le ministère des Travaux publics confirme que le tracé initial passait bien par 2 aires protégées. Mais suite à des consultations publiques, il aurait été modifié. Une information que nous ne pouvons pas confirmer car le tracé est encore confidentiel. Ce n'est pas uniquement l'aire protégée qu'on a évité, mais on a évité aussi les talwecs pour que ça ne passe pas dans les rizières. On a évité tous les impacts négatifs prévus dans le tracé initial de l'autoroute. C'est le contrat qui dit que ça va être un objet de mise à jour. Il y a de consultations publiques là-dessus, donc c'est un sujet à mettre à jour.
Le ministère affirme que les populations qui remplissent les conditions exigées seront indemnisées, un processus qui prendra du temps, car de nombreux paysans n'ont pas de documents complets de propriété. Pour prendre l'argent de l'État, c'est pas comme aller à la banque où on vient avec un formulaire et on dépose et au caissier et on reçoit l'argent. Il y a un état et plan parcellaire à faire, il y a état des sommes à faire, il y a l'ordonnance d'expropriation à faire, il y a notification à faire, il y a une acceptation à faire, il y a déclaration de recettes qui va être sortie. C'est là que le Trésor va payer les personnes affectées par le projet. Une route nationale et une voie ferroviaire reliant la capitale à Toamasn existent déjà. Selon une cinquantaine d'organisations environnementales, leur réhabilitation serait moins destructrice. Le Fonds monétaire international vient d'allouer à Madagascar un prêt de 321 millions de dollars pour protéger l'environnement. Contacté, le bailleur répond qu'il n'a ni le mandat ni les compétences pour apprécier le choix du tracé. Fortes pluies, inondations et sécheresses. Ces dernières années, l'Afrique subit de plein fouet les effets du changement climatique. S'il n'est pas le seul touché par cette crise environnementale, le continent, déjà fortement impacté par la pauvreté et les conflits dans certaines régions, est le plus vulnérable face aux conséquences du réchauffement climatique. Selon une étude du World Weather Attribution, les catastrophes liées au climat sont susceptibles de se multiplier dans les prochaines années. Une situation compliquée, provoquée par les actions néfastes de l'homme sur la planète qui se sont accumulées sur plusieurs années, d'après le réseau de scientifiques international. La saison des pluies, de juillet à septembre 2024, a été marquée par des précipitations extrêmement abondantes et parfois sans précédent dans une grande partie de la région du Sahel. Conséquence, des inondations catastrophiques ont eu lieu au Soudan en août dernier. Une situation qui a aggravé la crise humanitaire déjà complexe que subissait le pays, mettant à rude épreuve les capacités de réaction des organisations d'aide et des organismes gouvernementaux. D'autres pays, comme le Nigeria, le Niger, le Tchad et le Cameroun, ont aussi été touchés par les inondations en septembre 2024. Au total, plus de 2000 personnes ont perdu la vie et des millions d'autres ont été déplacées. Les pays africains perdent en moyenne 2 à 5% de leur PIB à gérer les extrêmes climatiques. Si aucune mesure concrète n'est prise, jusqu'à 118 millions de personnes extrêmement pauvres pourraient être exposées à la sécheresse, aux inondations et aux chaleurs extrêmes en Afrique d'ici 2030. À Kazan, en Russie, le potentiel économique des membres des BRICS a été salué par le président Vladimir Poutine. Le chef d'État a proposé plusieurs initiatives pour stimuler l'élan de l'organisation. Parmi elles figurait notamment la création d'une plateforme d'investissement des BRICS. Nous proposons de créer une nouvelle plateforme d'investissement des BRICS qui deviendrait un outil puissant pour soutenir nos économies nationales et qui fournirait également des ressources financières aux pays du Sud et de l'Est. Vladimir Poutine a évoqué la nécessité de promouvoir une approche équilibrée des questions climatiques. Un certain nombre de pays des BRICS figurent parmi les plus grands producteurs mondiaux de céréales, de légumineuses et d'oléagineux. À cet égard, nous avons proposé l'ouverture d'une bourse des céréales des BRICS qui contribuera à la formation d'indicateurs de prix équitables et prévisibles pour les produits et les matières premières, en tenant compte de son rôle particulier dans la garantie de la sécurité alimentaire. La mise en œuvre de cette initiative contribuera à protéger les intérêts des ingérences négatives extérieures, de la spéculation et de la pénurie artificielle de produits alimentaires. Le sommet de 3 jours des BRICS, auquel ont participé 36 pays, a mis en évidence l'échec des efforts déployés par les États-Unis pour isoler la Russie. L'envoyé de l'ONU en Haïti a présenté mardi devant les membres du Conseil de sécurité un sombre tableau de la situation sécuritaire et humanitaire dans ce pays des Caraïbes. La situation en Haïti s'est malheureusement détériorée de manière alarmante. On compte plus de 700 000 personnes déplacées à l'intérieur du pays, ce qui représente une augmentation de 22% au cours des 3 derniers mois.
Le processus politique, malgré les avancées initiales dont j'ai fait état en juillet, est désormais confronté à des défis considérables, transformant l'espoir en profonde inquiétude. Composée de 430 policiers, la mission multinationale d'appui à la sécurité en Haïti a vu son mandat prolongé jusqu'au 2 octobre 2025. Une éventuelle conversion de cette mission en une opération de maintien de la paix sous l'égide des Nations Unies est envisagée. L'annonce du président Ruto concernant le déploiement imminent d'un contingent supplémentaire pour renforcer les forces déjà sur le terrain est bien sûr accueillie très favorablement. La MMAS, présente en Haïti depuis 3 mois, est la deuxième force internationale à intervenir en Haïti après la mission des Nations Unies autorisée en juillet 2004. Cette force doit lutter aux côtés de la police contre les gangs armés qui ont poussé plus d'1 demi-million de personnes à fuir leur maison.